Il y en a qui vous parlent de l'Amérique, ils ont des visions de cinéma. Ils vous disent quel pays magnifique, notre Paris n'est rien auprès de ça. Ces boniments la rendent moins timide, bref, on y part un jour de cafard. Quand on aime la chanson, on est toujours obligé d'embrasser la logique chronologique, l'histoire, les racines, les influences. Et inéluctablement, on en revient au noyau de la chanson populaire et de la chanson réaliste. Je voudrais savoir dans quel coin de terre, dans quel trou noir et solitaire, on a couché mon bon petit gars, mon petit héros, mon grand soldat, celui qui de la guerre n'est pas revenu. Je voudrais savoir s'il est tout nu. C'est un genre qui a vécu à peu près, je dirais, un siècle à travers ses mutations successives, de la fin du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle. Souvent, on a tendance à considérer la chanson réaliste comme une sorte d'âge d'or de l'entre-deux-guerres, de la chanson. Mais c'est plus vaste que ça. Ça a une place longue dans la tradition chansonnière en France, parce que c'est une particularité française. C'est de la poésie. Alors c'est de la poésie de la rue, c'est de la poésie du pavé, mais c'est de la poésie qui vient du ventre. C'est quelque chose de viscéral. Et je crois que dans la chanson française, depuis, on n'a pas connu ça. Je me suis senti partir à la dérive. Quand il me prenait, plus rien n'existait, car j'étais bien chose comme une captive. La chanson réaliste, c'est, pour paraphraser Johnny, noir c'est noir. À la fois c'est noir dans les histoires que ça raconte, dans la violence de l'existence, c'est la pauvreté, c'est la femme abandonnée, c'est la femme obligée de se prostituer parce que son homme boit. Ce qui est intéressant dans la chanson réaliste, c'est le fait que c'est un genre au fond, même s'il y a eu des hommes essentiellement féminins. Je me débat dans le brouillard, j'ai beau faire, je suis prise et bien prise au traquenard du cauchemar. J'ai cafard. La chanson réaliste, elle naît avec les cafcons, les cafés-concerts. Les cafés-concerts, il y en a plein à Paris au 19e siècle. Dans la seconde moitié du 19e siècle, les Parisiens adorent aller au café-concert, notamment l'été ou au printemps. Ils vont du côté des Champs-Élysées parce que là-bas, il y a des cafés-concerts et notamment l'Alcazar d'été, et il y a aussi les Ambassadeurs, qui est un café-conce célèbre. Alors on y va pour boire des coups, on y va pour fumer, on y va pour rencontrer du monde. Et ça, les Parisiens, ils aiment beaucoup. Et la chanson réaliste, elle naît vraiment de ça, de ces moments-là au café-conce. Et puis il y a évidemment cette marque historique qui va être très très importante, qui est celle d'Aristide Bruand dans les années 1890. Et là, on va avoir toute cette série de chansons qui s'appellent à la Villette, à Saint-Lazare, à Saint-Ouen, à Montrouge, qu'on appelle les chansons de barrière. Il a très vite trouvé un genre, et ce genre, c'était de chanter en argot, d'apostropher la clientèle du cabaret qu'il dirigeait. Dans un argot très recherché, qu'il est allé chercher dans les dictionnaires, qu'il est allé chercher également auprès de la police, enfin une véritable enquête à la Zola, pour avoir ce qu'il appelait, lui, du naturalisme, en fait, ou du réalisme. Et donc, dans ce style naturaliste, eh bien, il a chanté les amours des prostituées, de tous les déclassés, de toutes les, je dirais, la pègre de la société de l'époque. Mais il a transformé ça en héros. C'est cette image qui est restée pour définir la chanson réaliste, c'est-à-dire qui est celle simplement d'un monde qui est relativement hors la loi, un monde du crime, un monde de la nuit, un monde un peu des faits divers. Et c'est cette image-là qui va imprégner très très fortement. Mon papa s'appelle Abraham, il est l'enfant du macadam, tout comme sa môme en est la fille à la Bastille. Là, dans ce cabaret, vont venir l'écouter des chanteuses, des interprètes féminines qui sont à la recherche d'un répertoire et d'un style. Ce sont
des chanteuses qui ont pour nom Eugénie Buffet ou encore Yvette Guilbert. Deux très grandes interprètes, et je crois que la première, c'est Eugénie Buffet, qui a eu l'idée d'incarner en quelque sorte les personnages que Bruant décrivait dans ses chansons. Et elles vont plus le personnaliser, plus le penser et le chanter comme des drames personnels. Et donc la première chanson importante dans ce genre, elle date de 1887 et elle s'appelle « À Saint-Lazare ». C'est de la prison que je t'écris, mon pauvre Polyte. Hier, je ne sais pas ce qui m'a pris à la visite. C'est des maladies qui se voient pas quand ça se déclare. N'empêche qu'aujourd'hui, je suis dans le tas à Saint-Lazare. À Saint-Lazare, en fait, à l'époque, c'était une prison pour femmes. On ramassait les prostituées dans la rue et on les mettait à Saint-Lazare. Et Aristide Bruant fait dire à son interprète, Eugénie Buffet, c'est une maladie qui ne se voit pas, mais qui se déclare. Elle lui dit « J'espère que tu arrives à vivre, même si je ne suis plus là, pour faire le trottoir ». On a vraiment un tableau assez noir sur la prostitution des femmes. Et de te savoir, comme ça, sans le sou, je me fais une bile. T'es capable de faire un sale coup, je suis pas tranquille. T'as trop de fierté pour ramasser des bouts de cigare. Pendant tout le temps que je vais passer à Saint-Lazare. Pour préparer ses concerts, elle va aller fréquenter les prostituées, les radeuses, comme on les appelait à l'époque. Elle se glisse parmi elles, elle se mêle à leurs conversations dans les cafés, dans les bistrots, où elle va les voir sur le trottoir. Et donc, elle est allée un peu à l'aventure sur les fortifications de l'époque, c'est-à-dire les limites de Paris, voir ce qu'on appelait des pierreuses, c'est-à-dire des prostituées vraiment de bas étage. Alors la pierreuse, c'est le destin d'une femme terrible, parce que la pierreuse, en fait, c'est celle qui donne son corps sur la pierre. C'est-à-dire qu'on retrouve, ce sont vraiment les prostituées de très très bas étage qui sont sur des chantiers en construction et qui, pour quelques sous, se donnent n'importe où. Elle s'imprègne de leur manière, de leur langage, elle prend leurs habits. Et elle a mis ça sur scène. C'était une sorte de jupon à poche, un fichu. Elle était en cheveux, comme on disait, c'est-à-dire avec des longs cheveux, parce que les femmes se coiffaient normalement. Elle, là, non. Donc elle apparaissait presque débraillée, on pourrait dire. Mais voulant incarner ce qu'était une prostituée de bas étage, le plus bas étage possible, c'est-à-dire celle qui tapinait sur les fortifs. J'ai chanté les gueuses et les filles, tous les purotins du trottoir, dont le cœur bat sous les guenilles d'amour, de jeunesse et d'espoir. Il faut bien que des voix s'élèvent parmi les rumeurs et les cris pour clamer les joies et les rêves de la misère de Paris. Ça a fait sensation parce qu'évidemment, on n'avait jamais vu sur une scène de café-concert une chanteuse faire ce genre-là, très réaliste, très naturaliste, comme on disait à l'époque. C'était une grande nouveauté. Et avec ses chansons de Bruant, elle remporte un succès immédiat qui va devenir phénoménal. Et donc il a fallu cette femme, Eugénie Buffet, puis ensuite Yvette Guilbert, qui était une très très grande interprète, une diseuse, comme on a dit par la suite, qui a voulu aller chercher chez des auteurs renommés des textes qui étaient plutôt faits pour les cabarets au départ et les amener vers le public populaire des cafés-concerts. Et donc on peut dire que ces deux chanteuses-là ont vraiment lancé le genre de la chanson réaliste. Cette chanson réaliste va se répandre un peu partout. Au tournant du 19e et du 20e, les couplets réalistes sont partout. Il faut voir le contexte de l'époque, c'est-à-dire que jusque dans les années 20 du XXe siècle, la chanson se diffuse, on pourrait dire, de manière virale, principalement à travers des refrains. Il y a les chanteurs des rues, et puis des refrains qu'on colporte jusque dans les familles. Et dans cette période virale très longue, la chanson joue un rôle très important parce qu'elle exprime la conscience populaire. Qu'elle parle des plus grandes peines ou qu'elle parle de choses plus joyeuses, c'est toujours sur des mouvements de danse. C'est-à-dire, on est entre un foxtrot, une valse, une java, etc. C'est-à-dire qu'on peut danser, c'est-à-dire qu'on pleure et on danse.
mais c'est toujours des rythmes dansés. Et donc on voit apparaître à cette époque-là des refrains qui racontent l'ambiance des belles musettes, qui racontent la danse, qui racontent le rapprochement des corps, les passions amoureuses dans ce cadre-là. Et là, ça s'appelle vraiment chanson réaliste, le mot apparaît à ce moment-là, au cours des années 1910. Et ce qui a vraiment lancé cette mode, parce qu'il faut toujours un élément déclenchant. Et l'élément déclenchant, ça a été au Music Hall que ça s'est passé. C'était en 1908, au Moulin Rouge. Il y a eu un numéro de danse bien précis qui a été incarné par Max Derly, qui était un comédien très renommé de l'époque, qui faisait du théâtre de boulevard et également du music hall. Et puis, une jeune artiste issue du café-concert qui commençait sa carrière au music hall, et cette artiste n'était autre que Miss Taggett. Et donc, en 1908, elle a une trentaine d'années, et elle danse avec Max Derly un numéro absolument mémorable qui s'appelle la valse chaloupée, avec une chorégraphie héritée précisément des Belles Musettes, c'est-à-dire très brutale, et ça symbolise en quelque sorte les rapports un peu vaches, on va dire, entre une prostituée et son souteneur. Mais c'est chorégraphié, c'est stylisé, c'est magnifié. Là, ça a été vraiment une révélation parce que le public du Moulin Rouge était international, et donc ça a eu un succès mais phénoménal. Arrivent ensuite ces grandes interprètes de la chanson réaliste, celles qui sont restées dans notre mémoire, Fréhel, Damia, Nita Jo, Bert Silva, il y a eu Suzy Solidor, et puis un peu plus tard, Edith Piaf. C'est dans une gouttière, à Matou, dans une mansarde, n'importe où, à Montparnasse, que je suis née un jour sous les toits et que j'ai pour la première fois ouvert les chasses. Mes pères et mères, des chars comme tout, qui de plus n'aimaient pas beaucoup sucer de la glace. À leur dire pas dans notre garneau, blessé souvent sans un pélo, de bec ouvert comme un moineau. Fréhel est la grande chanteuse réaliste, et on veut signaler par là, sans doute, qu'elle est la voix la plus authentique du genre. Fréhel va mettre beaucoup d'elle-même à l'intérieur de ses chansons. Fréhel est quelqu'un qui passe une enfance à Paris, parce que toutes ces femmes sont des femmes du peuple ou venues à Paris ou nées à Paris, d'une origine très très modeste. Et puis sa mère, sans doute, était concierge, avec, dit-on, des passages plus ou moins occasionnels dans la prostitution. Fréhel va être sans doute une des grandes mélancoliques. Si tu n'étais pas là. Incroyable, Fréhel était une jeune femme magnifique qui impressionnait par sa beauté, par son charisme. Elle avait peur de rien. Et donc, quand elle arrivait sur scène, elle n'avait peur de rien non plus. Donc, elle pouvait interpeller quelqu'un comme ça dans le public. Et elle arrivait, il fallait que tout le monde se taise. Pourtant, dans les cafcons, tout le monde buvait, etc. Mais non, elle, il fallait l'écouter. Elle savait capter son public. Et c'est la rue, raconte-t-elle, qui l'a forgée, qui l'a formée. Et c'est là qu'elle a appris à chanter. Elle raconte ses premières expériences dans la rue. Elle a un attachement viscéral pour ce peuple de la marge, pour ces voyous. On l'a nommée reine des Apaches, c'est dire. Alors les Apaches, c'était qui? C'était en gros des voyous des fortifications, quoi. Hein. C'est bon, qui traînaient là et qui se battaient au couteau, etc. Où sont donc Julot, Nidi, Casque d'Or et Petit Louis le Costaud, si célèbres alors que sont devenus les fortifications et tous les héros des chansons. Et c'est cet enracinement populaire qui permet de comprendre son interprétation. Le petit Louis réaliste est devenu garagiste et Bruant a maintenant sa rue. Julot sera de l'Institut bientôt et Nini possède un château. Mais il y a un écho très très fort entre la chanson, la narration et puis sa propre existence, quoi. Damien sera sans doute quelqu'un de plus distancié. Quand je danse avec le grand frisé, il a une façon de m'enlacer. J'en perds la tête, je suis comme une bête. Il y a Damia, qui était une amie, une copine
de Fréhel dans leur jeunesse. Elles sont nées toutes les deux à la fin du 19e siècle, donc elles vont faire des carrières, on va dire, parallèles. Damien était la chanteuse réaliste de l'entre-deux-guerres. Pourquoi la chanteuse? Parce qu'elle avait une façon de chanter tout à fait à elle. Les autres se rassemblaient un peu, et elle était unique. Et justement, on l'appelait Madame Damien. Toutes les autres étaient Mademoiselle Fréhel, Mademoiselle Piaf, Mademoiselle quelconque. Sa voix était spéciale. Sa voix qui était meurtrie, c'était une voix qui était meurtrie par l'alcool, par la drogue, par la détresse, par sa vie. Cherchant l'ivresse pour que ma tristesse sombrera jamais dans le bruit. Je hais ce plaisir qui m'use, et quand on croit que je m'amuse, j'ai des pleurs plein mon cœur. Elle était née d'une famille très très pauvre, elle était la troisième d'une fratrie des 7, et c'était quelqu'un qui, du départ, était différente. Elle avait décidé de être quelqu'un et de ne pas suivre ce qui était tout tracé à l'époque. Ça veut dire sa mère était blanchisseuse, son père était policier et son frère aîné était policier, sa sœur aînée était blanchisseuse. Et bien, elle s'était dit, moi, non, ça, jamais. Et donc, elle avait fui, elle avait fugué. À l'époque, il y avait plein d'enfants qui fuguaient, qui partaient. Aujourd'hui, on les suivrait, on les chercherait, on s'angoisserait, tous les journaux en parleraient. À l'époque, non, pas du tout. Et donc, elle avait fugué, elle avait 15 ans. Sur le boulevard d'un pas rapide, les gens passent indifférents. Et moi, je vais la tête vide, tremblant de froid, les membres lourds, courbant le dos, le front livide, et mon cœur frappe à grands coups sourds. L'époque de ces chanteuses réalistes. Ces femmes s'émancipent très tôt de leur cellule familiale, à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, parce qu'en fait, les jeunes gens et les jeunes filles des classes populaires partent au travail, leurs 12 ans révolus. Donc, et les femmes et les hommes travaillent très tôt. Les femmes sont en plus bien moins payées que leurs frères, leurs cousins, leurs maris. Les conditions de logement sont également extrêmement mauvaises, ce qui explique aussi pourquoi ces jeunes adultes partent très tôt du foyer familial. C'est des logements très petits, sans eau courante, sans toilettes. Une pièce pour 4 personnes, c'est la norme, c'est-à-dire les parents dorment d'un côté, les enfants dorment de l'autre. L'habitat, en fait, c'est un toit pour se protéger de la pluie et éventuellement faire la cuisine et dormir. Et quasiment l'ensemble des activités sociales, que ce soit pour les enfants, les adolescents, les adultes, en fait, se passe dans l'espace de la rue ou dans l'espace de la cour dans les villes. Et c'est dans ces rues et dans ces cours aussi qu'on chante, bien sûr. C'est la rue de la joie, la rue où l'on aime, la rue du plaisir. Malgré sa laideur, on y vient quand même pour se divertir. Damien avait commencé à faire la figurante au Châtelet. Elle n'avait pas d'argent pour pouvoir vivre. À un certain moment, elle a été recueillie par une prostituée qui a été aussi sa première maîtresse. Parce qu'il faut tout de suite dire que Damien n'y suivait aucune morale, ni bourgeoise, ni religieuse. Pour elle, l'amour était quelque chose de total, mais aussi quelque chose qui pouvait être utile. Et justement, elle couchait utile avec les hommes et elle couchait par plaisir avec les femmes. Et donc, dans sa vie, on le voit, elle a eu plein d'amants masculins, plein de maîtresses féminines, mais les amants masculins étaient des hommes de pouvoir. Et le premier était un garçon un peu farfelu, il s'appelait Roberti ou Robert Hollard, et qui a été
son amant, mais qui était aussi le mari de Fréhel. Ils s'étaient mariés, Roberti et Fréhel, parce que Fréhel était tombée enceinte. Lui, grand seigneur, avait accepté de l'épouser. Hélas, l'enfant était mort peu après. Il avait été donné en nourrice, et la nourrice l'avait fait mourir de faim. C'était terrible, mais ça arrivait aussi. Et donc, cette tragédie avait déchiré le couple. Mais Fréhel, désormais, elle cherchait d'autres hommes. Et donc, le fait que Roberti tombe sous le charme de Damien, Fréhel, c'est là, l'arrangeait beaucoup. Et ils s'étaient rencontrés quand Damien avait 18 ans. Et c'est lui qui l'a lancé dans le milieu de la chanson. Et Damien va avoir un apport très original à la scène de la chanson réaliste. Damien va donner à la chanson réaliste un cadre, une scène. Elle va faire de la chanson réaliste un petit théâtre, mais un théâtre très épuré, très ascétique. Elle contrôlait ses lumières, elle contrôlait sa scénographie, qui était quand même très très simple, parce que généralement c'était un rideau, mais elle voulait que la salle soit totalement dans le noir. Et puis elle-même va adopter une robe qui est un long fourreau noir sans manches. La petite robe noire, c'est Sacha Guitry qui lui avait dit, quand on l'avait vue sur scène, se produire avec une robe rouge, avec des bijoux d'or. C'est très bien comme vous chantez, mais vous êtes déguisée en dompteuse de puces. Et là, c'était la robe qui a fait fureur. Elle était habillée de noir et qu'il y ait seulement un projecteur, une poursuite sur elle. Oui, les projecteurs braqués sur elle a été repris par Piaf, a été repris après par Barbara, par Juliette Gréco, toute en robe noire. Damien a fait école. Damien avait l'épure du geste, et ça venait sûrement par sa maîtresse qui était Eileen Gray. Eileen Gray était une décoratrice irlandaise, vraiment dans la mouvance de l'art déco, et donc c'était l'épure la plus complète. Et Damien, en voyant les objets que cette femme produisait, elle s'était dit, ben moi, il faut que je reproduise la même chose avec mon corps. Et donc, ces gestes étaient très essentiels. Ils donnaient encore plus de corps à ce qu'elle allait dire. Ensuite, le micro va aussi, bien entendu, transformer considérablement l'art de l'interprétation sur scène. Fréhel et Damien refusent le micro, enregistreront dans les années 30, mais avec une certaine réticence sur l'enregistrement, sur le fait de ne pas être en contact avec le public. Pour Damien, surtout évidemment, comme la gestuelle comptait tellement, et l'expressivité gestuelle était tellement forte, c'est sans doute pas pour rien qu'elle a été une des premières à penser filmer ses propres chansons. C'est pas des vidéoclips, hein, c'est juste elle qui est filmée, quoi. Protégez-le, bénigne vierge, de tous les périls de la mer. À votre autel, j'ai mis 3 cierges, aux branches du flambeau de fer. Protégez-le des maléfices, des femmes qui vivent là-bas, elles ont Satan pour complice, et des baisers qu'on n'oublie pas. On retient celles, d'abord dont la carrière a été assez longue, qui du coup ont bénéficié de meilleures techniques d'enregistrement, parce qu'évidemment les traces qu'on a aujourd'hui, c'est ce que les moyens techniques de l'époque permettaient. Et à un moment donné, arrive la première grande explosion, c'est l'arrivée de la radio. La grande époque de la radio, c'est les années 20, c'est les années 30. Et là, les chansons sont diffusées par la radio dans les espaces intimes. Un des premiers tubes, c'est le fameux Les Roses Blanches de Bert Silva, qui passe un jour à la radio et qui fait un succès monumental. C'est une chanson sur la perte d'une maman qui va mourir à l'hôpital et un petit enfant qui va apporter une rose blanche parce qu'elle les aime. C'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Va quand je serai grand, j'achèterai au marchand
roses blanches pour toi, jolie maman. Donc c'est un cas très spécial, hein, Berthe Silva. On peut dire que, en fait, elle avait une voix très phonogénique, comme on disait, c'est-à-dire qu'elle pouvait enregistrer toutes sortes de choses et sa voix passait merveilleusement le micro. Et donc elle a eu un succès phénoménal, mais comme vendeuse de disques, pas comme chanteuse de scène. Puisque c'était des médias en plein essor, et il fallait des personnages pour les remplir. Et donc Berthe Silva est tombée au bon moment. Elle avait la voix qu'il fallait pour ça. Pour Berthe Silva, dont on connaît peu de choses, mais dont on sait tout de même qu'elle est d'origine, elle vient de Brest, elle a une origine très modeste, et puis elle va avoir une vie qui se termine de façon relativement misérable. Elle a un rapport assez compliqué avec la boisson, etc. Donc on a quelqu'un qui a une vie courte, relativement courte, puisqu'elle meurt, elle a 56 ans, je crois. Et elle termine vraiment dans une misère totale. Berthe Silva, qui fait pleurer tout le monde dans les chaumières sur les pauvres orphelins, les petits-enfants abandonnés, etc. Elle-même, elle a eu un enfant très jeune qu'elle a abandonné pour faire sa carrière musicale. Donc les thèmes qui sont abordés, c'est des thèmes qui leur sont souvent proches. Et quand tu t'en iras au grand jardin là-bas, ces roses blanches, tu les emporteras. Peut-être la chanson réaliste, c'est la tragédie du populaire. C'est peut-être ça qui la définirait le mieux. Plus on est tragique, plus on est épicurien. Fréhel sera celle qui va rigoler, qui va écrire des chansons comme Le chat qui miaule, La môme catch-catch, La môme caoutchouc, Oh et les copains, où elle dit « Venez donc tous, ça y est, mon amant est mort, ou mon mari est mort, on va faire la fête, etc. » Oh et les copains, venez vous rincer la gueule, ce soir je suis toute seule, il est mort ce matin. Donc une façon de faire un pied de nez à la mort, un pied de nez à la mauvaise vie. C'était un beau salaud, qu'en foutait pas une rame, pour un verre de Pernod, aurait vendu son âme quand il était bien sous. Il tapait comme une brute, il connaissait de ses coups, on aurait dit de la lutte. Il y a eu des moments de rupture biographique où on la récupère un peu dans un état un peu catastrophique, qui a eu des amours désastreuses, mais qui la dévaste. C'est pas simplement changer l'amour, c'est vraiment dévaster. Elle a Maurice Chevalier comme amant, c'est qu'elle devait sans doute être belle, parce que c'était quand même un grand séducteur. Et puis, il y a une rupture, elle picolait pas mal, mais elle est vraiment alcoolique, elle tombe dans la déchéance, on la retrouve en Turquie, elle fait la pute dans un bordel. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont je ne sais où, à d'autres rendez-vous, moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants? Ce parcours, il est lui-même synchrone avec les chansons réalistes, parce que soit c'est l'enfance malheureuse, la naissance sur le trottoir, et quelquefois aussi c'est le bonheur et l'insouciance de l'enfance qui s'est perdu, ce glissement de le bonheur n'est que transitoire et éphémère, et que finalement c'est le tragique de l'existence qui prime. L'évolution physique même de Fréhel m'en semble une incarnation. Damien a fait en sorte qu'elle puisse revenir en France. Et Damien, qui connaissait le directeur de l'Olympia, avait demandé que Fréhel puisse se retrouver son public. Et c'était écrit Fréhel est l'inoubliable inoublié. Elle est revenue, elle avait pris, je crois, quelque chose comme 40 kilos. Elle avait largement abusé de la nourriture, de la drogue, de l'alcool et tout ça. Et il n'y a rien à faire. Les témoignages de l'époque disent elle arrive sur scène et elle est là et on l'écoute. Mes chers auditeurs, nous avons eu le plaisir de surprendre Fréhel. La voici. Bon, je vais vous parler de mon nouveau gigolo. Un mec dans le genre d'Alexander. Tel qu'il est, il me plaît. Allez, roulez!
Mais en fait, c'était naturel pour Fréhel. Elle le disait elle-même, on retrouve ça dans des interviews ou dans ses mémoires. Pour elle, il ne faut pas essayer de comprendre son art. Pour elle, il n'y a pas d'art Fréhel. Pour elle, c'est la vie. Elle chante la vie, elle est sur scène comme elle est dans la vie et comme elle vit la vie. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi haut qu'un basset, et je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, mais je m'en fous, tel qu'il est, il me plaît. Et quand on écoute les chansons, on se dit mais c'est incroyable ce qu'elles osent dire. C'est-à-dire c'est incroyable la franchise de la parole sur l'homme, sur la violence de l'homme, sur la bêtise de l'homme, sur la drogue, sur les effets de la drogue, le besoin de la drogue, sur l'homosexualité, un thème fortement tabou à cette époque-là. Et donc c'est marrant de voir à quel point il y a ce décalage effectivement qui s'établit entre l'histoire officielle et l'histoire inapparente à travers la chanson réaliste. Et de ce point de vue-là, la chanson réaliste c'est un accélérateur de la libération des mœurs. Cocaïno, c'est toi qui me prends. Cocaïno, je t'ai dans le sang. On croit que c'est les premiers qui ont chanté la drogue, c'est les rockers des années 70, pas du tout. Cocaïne, c'est une chanson qui a été chantée par Nita Joe en particulier, et qui est vraiment très explicite. En même temps, je pense qu'on est dans un univers presque mythologique qui fait qu'on peut entendre ça. C'est l'univers du légionnaire, c'est celui des comptoirs. Faut pas oublier que la France est encore un empire. On n'a pas encore perdu l'Indochine, on n'a pas encore perdu l'Algérie. Et du coup, il y a aussi cette mythologie de la femme exotique, ou des hommes qui sont partis et qui reviennent, qui ont connu d'autres sensualités, qui ont connu d'autres cultures, et dans des pays où l'usage de ces substances illicites était monnaie courante. Oh, le joli songe, pour qu'il se prolonge. Oh, laissez-moi briser mon poison. Je veux oublier cette trahison, c'est un mensonge. On ne sait rien de Nita Joe. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on sait à peine quand elle naît. On croit que c'est en 1893, mais c'est pas complètement sûr. Et puis on ne sait même pas trop quand elle meurt. Ça serait autour de 45, mais c'est pas sûr non plus. Donc c'est l'énigme totale. Alors elle, c'était une bonne représentante de la chanson réaliste. Elle a commencé sa carrière dans les années 10 et elle a terminé au milieu des années 30. Mais je dirais que ce dont on se souvient le mieux, c'est ses enregistrements du début des années 30. Là, on est à fond dans le genre réaliste. Elle n'a pratiquement fait que ça. Et il y a par exemple une très très belle chanson qui s'appelle Du Feu. Et c'est une chanson qui raconte et qui décrit l'ambiance, la nuit, dans une rue sombre, de filles qui font le tapin et qui demandent du feu aux passants et qui racolent en fait. Et c'est vraiment un petit tableau. La chanson réaliste, c'est comme une tragédie de poche. Là, on a vraiment le lieu, le décor, l'action et le temps. Du noir aux yeux, du rouge à ses joues creuses, fuyant les mœurs, c'est l'attend le client. Dès qu'apparaît la proie souple enjôleuse, elle s'approche et lui dit tendrement: Eh monsieur, du feu, donne-moi du feu, allume ma cigarette, viens-tu dans ma chambrette, tous deux, on sera. C'est la liberté de pouvoir chanter à un moment donné je suis une prostituée et voilà quel est mon état en tant que prostituée, où je reçois des coups. Enfin, c'est un acte courageux de pouvoir s'exposer, être un peu le porte-voix de toutes ces femmes qui traduisent toute cette misère sociale. Il y a une dimension sociale qui est indéniable. La totalité des chanteuses réalistes proviennent de la classe populaire et le brandissent.
Il y a une critique des hommes. Les hommes nous exploitent, les hommes nous aiment, pas pour nous mais pour eux, dit Fréhel. Les hommes nous aiment pas pour nous, mais pour eux. Ils sont tous les mêmes, des blasés, des vicieux. Quand l'instinct les guide, que cherche-t-il en nous? Une étreinte rapide et c'est tout. Et peut-être que ce qui étonne d'ailleurs dans ces chanteuses réalistes, c'est la violence de leurs propos, qui serait peut-être une violence finalement presque du côté du masculin plus que du féminin. Et c'est sans doute ce qui peut aussi, ce qui sûrement choque aussi à l'époque. Il n'y a pas l'idée d'une révolte, il n'y a pas l'idée d'une revendication, il y a simplement l'idée de décrire. C'est déjà le début peut-être de la revendication, c'est-à-dire qu'elles décrivent la vie comme elle ne va pas très bien quand même. Hein. Parce que c'est vrai que c'est aussi un élément qui est très important dans la chanson réaliste, chez Damia ou chez Fréhel, c'est la peinture vraiment d'une pauvreté extrême. On n'a pas d'argent, on n'a rien, on ne sait pas si on pourra nourrir son enfant le lendemain. Et il y a là, dans la chanson réaliste, une peinture terrible de la réalité sociale de l'époque. Il est clair que pendant la Première Guerre mondiale, les femmes ont beaucoup occupé la place des hommes qui étaient au front, et en particulier dans un certain nombre de responsabilités, des responsabilités familiales par exemple. Il n'y avait pas à l'époque d'autorité parentale, il n'y avait qu'une autorité paternelle. Il a bien fallu déléguer aux femmes un minimum de décision dans l'éducation de leurs enfants. Les femmes n'avaient pas le droit de travailler sur l'autorisation de leur mari. Quand leur mari était au front, il était hors de question d'obtenir cette autorisation. Donc les rigidités sociales se sont quelque peu adoucies. Dans cette image d'émancipation des femmes naît aussi le mythe de la garçonne, donc avec une libération des cheveux, des vêtements et aussi des sexualités. C'est l'immense succès du livre de Victor Marguerite, La Garçonne, dans lequel une femme de cette époque multiplie les expériences. Et là, en fait, on trouve dans La Garçonne de Victor Marguerite beaucoup des thèmes qui vont nourrir la chanson réaliste, c'est-à-dire la drogue, c'est-à-dire l'homosexualité, masculine ou féminine d'ailleurs, c'est-à-dire le libertinage. On voit dans les années 20, 30, des chansons d'une incroyable audace. Je pense à Suzy Solidor, qui va parler de l'amour des femmes de façon très ouverte. Suzy Solidor, dans l'entre-deux-guerres, qui va affirmer sa sexualité, qui est une sorte d'icône et qui est devenue une sorte d'icône gay, a ouvert un cabaret qui était un cabaret fréquenté essentiellement par des homosexuels parce qu'on pouvait se cacher, on pouvait se fréquenter là-bas chez elle. Elle va chanter, donc probablement revendiquer derrière une sorte d'expression, si ce n'est de droit, en tout cas d'expression d'un amour lesbien. Et elle chantait une chanson absolument incroyable qui s'appelle « Ouvre », qui est d'une sensualité, même d'une sexualité assez incroyable. Ouvre tes bras pour m'enlacer, ouvre tes seins que je m'y pose, ouvre en fureur de mon baiser ta lèvre rose. C'est-à-dire que la libération des femmes dans les années 20-30, c'est une sorte de contre-culture qui se glisse insidieusement à travers la chanson réaliste et qui va éclore tout doucement dans la société française. Il y a là quelque chose de très troublant. En fait, on a plusieurs figures de la femme. Il y a les femmes qui sont bien nées, les intellectuels ou les artistes peintres qui vont vraiment s'amuser à la coupole, qui vont participer à des fêtes incroyables pendant les années folles où ça va être vraiment la légèreté, la joie. Mais on a toute cette partie de la population, cette immense partie de la population qui n'a rien à manger. Les intellectuels qui vont dans les cabarets découvrent donc ces femmes qui ont une puissance vocale, qui ont une façon un peu récitative, une complainte, qui vont chanter ce qu'elles endurent au quotidien. On est dans le rejet du capitalisme et dans le rejet de l'opulence extrême. Dans les années 20, c'est paradoxal. À partir des années 30, cette chanson réaliste rejoint la pauvreté ambiante. Sur ces années folles vient se superposer une très forte crise économique, la grande crise des années 30, qui va peut-être refroidir les ardeurs festives, mais les mutations sociales ne s'arrêtent pas pour autant finalement. Il y a l'élection du Front populaire avec
avec des mutations dans les conditions de travail. La semaine de travail se raccourcit, donc 5 jours de travail plutôt que 6. Et c'est aussi le début des congés payés obligatoires, qui globalement, ce qu'on pourrait résumer à 15 jours de congés payés par an. Donc c'est aussi, pour une partie des couches populaires, la possibilité pendant ces congés payés, éventuellement d'avoir assez de temps pour sortir de la ville, et sans doute aussi avoir plus de temps pour des loisirs comme le cinéma, la chanson, les cabarets. Les gens qui sont nés sous une bonne étoile, sans trop se fouler, gagnent leur beefsteak. Et leurs femmes n'ont jamais les mains sales, roulant en bagnole les pieds bien au sec. Pendant ce temps-là, le troupeau des pas de chance s'en va l'œil éteint, le pas hésitant. Sous la pluie qui cingle et la neige qui danse, il dit aux heureux, voilà du printemps. Ces chanteuses réalistes, finalement, dénoncent une double partition sociale ou une double segmentation sociale. À la fois, elles parlent de la condition et de la vie des couches populaires et des couches ouvrières, et en même temps, elles parlent plus spécifiquement de la vie des femmes dans la première moitié du XXe siècle ou entre les deux guerres. Et elles vont faire apparaître des nouveaux sentiments. C'est Charles Aznavour qui dit ça. Avant, on écoutait les chansons et avec elles, on va pleurer. Elles font accéder les gens à leurs sentiments, à quelque chose d'intime en eux. Sombre dimanche, les bras tout chargés de fleurs, je suis entrée dans notre chambre, le cœur là, car je savais déjà que tu ne viendrais pas. Il y a plusieurs chansons qui sont collées à la peau de Damien, mais celle qui vraiment la définit, c'est Sombre dimanche. Et j'ai chanté des mots d'amour et de douleur. Je suis restée toute seule et j'ai pleuré tout bas. Sombre dimanche était une chanson qui portait la poisse. On disait qu'il y avait plusieurs personnes qui s'étaient suicidées en l'écoutant. C'est vrai, c'est pas vrai, encore une fois la légende, c'est très beau d'y penser, d'y croire. Il y a eu des gens qui sont jetés avec le phonon, qui tournaient avec cette chanson, ils sont jetés dans le fleuve, d'autres sont tirés une balle dans la tête. Et alors un soir, il paraît qu'elle s'est produite à l'ABC et une dame dans le public avait un petit sac à main, et au moment où elle a ouvert le sac à main pour donner le pourboire à l'ouvreuse a vu qu'il y avait un pistolet. Ouh là là, est-ce qu'elle va tirer sur Damien? Est-ce qu'elle va tirer sur le public? Et donc, elle prévient tout de suite le gendarme qui était dans la salle, lequel chope cette dame, l'amène au poste. Et en effet, cette dame voulait se suicider pendant que Damien a chanté Sombre dimanche. C'est une incitation au suicide, une invitation. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire, je trouve. Je mourrai un dimanche où j'aurai trop souffert. Alors tu reviendras, mais je serai parti. On peut s'imaginer que c'est pour ça que la chanson réaliste a eu autant de succès dans l'entre-deux-guerres. C'est qu'on parle de la mort. On en parle avec des mots assez crus. Je pense notamment à Damia, qui franchement avait un répertoire très dur, assez sombre. Et on le trouve aussi chez Fréhel, avec ses envies suicidaires, cet attrait pour la dérive qu'elle a elle-même connue. L'attrait de la mort, l'envie de se jeter dans le canal. Une des anecdotes les plus bouleversantes de la vie de Fréhel, c'est qu'elle avait eu au début de sa vie une liaison avec Maurice Chevalier, qui était très très radin. Et ils s'étaient séparés, ils se voyaient quasiment plus. Et quand Maurice Chevalier apprend qu'à la fin de sa vie, Fréhel habite toute seule dans une petite piaule, évidemment sous la place Blanche, où aurait-elle pu habiter ailleurs, entourée d'animaux, Maurice Chevalier, malgré sa radinerie, lui fait déposer un chèque assez conséquent. Et Fréhel va déposer ce chèque à la Société protectrice des animaux. C'est-à-dire que la vie même, la fin de vie de Fréhel est une sorte de chanson réaliste qui vous tire les larmes. C'est trop tard pour me
me dire que tu m'aimes. Il est trop tard, je n'appartiens qu'à moi-même. Elle se traînait de bar en bar et elle dormait souvent sur un banc public et elle est morte dans le dénouement plus total. Elle faisait la manche. N'attends plus rien, errant dans la vie comme un chien, sans un ami qui me console, d'un geste ou d'une parole. Damien ne l'a pas aidé à cette époque. Damien avait aussi ses problèmes. Elle essayait de remonter aussi de son côté la pente. Elle, qui était une cigale, avait tout dépensé. Et après la Deuxième Guerre, les gens ne voulaient plus du tout écouter la façon de chanter de Damien. Les personnes voulaient écouter Piaf. Elle faisait des petits tournées en province, en France, mais c'était vraiment des petites tournées tristissimes. Et puis, en 1955, elle a terminé sa carrière à l'Olympia. Damien était arrivé sur scène. Elle a commencé à chanter Le Grand Frisé. Tout ce qui me reste maintenant, toi, c'est mon homme. Quand il danse avec le grand frisé, il a une façon de m'enlacer. Et puis elle savait plus qu'est-ce qu'elle racontait, que les couplets ne lui arrivaient plus et quelqu'un du public lui a hurlé « À la retraite, la vioque !» Eh ben, elle a fait descendre le rideau, elle est partie. Et ironie du sort, le couplet qu'elle avait oublié, c'était Et j'en perds la tête. J'en perds la tête, je suis comme une bête. Et depuis là, elle n'a plus voulu monter sur scène. Elle a fait quelques apparitions à la télé, mais sa carrière était terminée à jamais. Ne sais pas aimer, d'ailleurs c'est mieux, cela fait trop souffrir. Adieu. Je pense qu'on ne peut pas aimer la chanson française sans vibrer à la chanson réaliste. D'abord parce que c'est le terreau sur lequel toutes les plantes et les belles fleurs se sont épanouies et à partir de quoi elles se sont nourries. Il y a un vrai travail de Piaf sur ses concurrentes et les chanteuses qui l'ont précédée. Encore une fois, elle reprend la petite robe noire, elle reprend un jeu de scène de Damien, mais en même temps, elle va à un moment donné inventer le sien. On peut dire que Piaf va devenir l'héritière de toutes ses aînées, de toutes celles qui, lorsqu'elle était gamine et qu'elle chantait dans les rues, étaient vedettes. Donc, elle a appris son métier sur le pavé. Comme Fréhel, elle connaît dans son enfance la misère, l'errance. Elle aussi, le trottoir, elle en était passée certainement pas très loin. Et lorsque elle est repérée ensuite par Louis Leplay, son premier répertoire, c'est Bruant. Donc, on reprend en quelque sorte les origines du genre. Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Et on peut dire que Piaf, c'est un peu celle qui a succédé à Fréhel. C'est-à-dire que c'était deux chanteuses qui étaient vraiment... qui confondaient presque leur vie et leur répertoire. On sentait quand elles chantaient sur scène qu'elles ne faisaient pas semblant, quoi. C'était vraiment... elles exprimaient leurs propres sentiments, presque. Et donc, c'est aussi pour ça qu'elles ont tant touché le public. Elle synthétise d'une certaine manière par sa carrière, par toute son histoire. Elle synthétise toute l'histoire de la chanson réaliste.
Et puis, elle le transforme, elle en fait autre chose. Elle va vers quelque chose d'autre qui est une forme beaucoup plus tragique, mais avec des accents plus universels. Et avec elle, je crois que le genre se referme. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Finalement, la mort d'Édith Piaf en 1963, on peut considérer que c'est vraiment une date qui marque la fin de tout un grand courant du XXe siècle qui était l'âge d'or de la chanson réaliste. Voici un an, elle se mariait. Édith Piaf devenait Madame Sarapo, mais restait pour tous la môme Piaf que la maladie rongeait pourtant déjà et qui vient de mourir à 47 ans. Théo Sarapo a conduit le deuil suivi de dizaines de milliers d'admirateurs de la grande Édith. Et si l'aspect du Père-Lachaise au moment des obsèques n'était pas empreint du recueillement et du calme voulu, c'est sans doute qu'Édith Piaf, après une existence hors série, devait connaître jusqu'à sa dernière demeure un destin exceptionnel. Et moi, c'est ça qui m'intéresse et je trouve qui me fascine beaucoup dans le trajet des biographies de ces chanteuses réalistes-là. Il y a des tas de pans de leur histoire qui pourraient être des chansons qu'elles interprètent elles-mêmes. Je n'attends plus rien, je me demande à quoi je tiens. Les mauvais souvenirs résonnent dans mon crâne qui bourdonne. Je n'attends plus rien, aucune main ne me retient. Lassé de vivre sans caresse, je crèverai dans ma détresse.